Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence et votre ponctualité pour ce deuxième webinaire d'une série de webinaires qui s'intitule « De dirigeants à référence ». Alors moi, je suis Hervé Bigal, je suis le dirigeant d'Influactive. C'est une agence d'influence digitale et médias dont le métier est de transformer votre savoir-faire interne en expertise reconnue sur les médias formels et conversationnels. Les médias formels, c'est donc tout ce qui est télé, radio, presse, et conversationnel, tout ce qui est lié à Internet, blog et réseaux sociaux. Alors, lors d'un premier webinaire, on a vu, et le titre était un peu agressif, c'était « Pourquoi votre expertise ne valait rien si elle n'était pas publiée ?» Rassurez-vous, votre expertise vaut beaucoup, mais c'est vrai que quand vous n'avez pas l'occasion d'en parler dans la presse, dans les médias ou dans cet écosystème digital, vous êtes seul ou vous êtes peu à la connaître. Aujourd'hui, on va parler d'une véritable révolution, puisque je crois qu'on en parle sur tous les plateaux, télé, radio, maintenant depuis pratiquement 2 ans, c'est l'intelligence artificielle et les LLM. Donc, la question et le thème central de ce webinaire, c'est comment être cité par les intelligences artificielles les plus connues. Alors, ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini, je crois qu'il y en a quasiment une tous les mois ou tous les 2 mois qui sort, et souvent, elles sont toujours plus intéressantes les unes que les autres. Donc, que devez-vous faire pour être cité par ces IA? C'est ce qu'on va voir pendant ces 45 minutes de ce webinaire. Et pour en parler, Frédéric Paillon, qui est digital stratégiste chez Influactive. Bonjour Frédéric. Tu vas nous aider aujourd'hui à décrypter ce sujet majeur. Oui, c'est ça. Et on va essayer de faire ça. Donc, on entend beaucoup parler de ces IA. Concrètement, quel est l'impact sur les entreprises? On va être dans le modèle business to business. Est-ce que c'est un sujet d'actualité, sans bien sûr, mais est-ce que c'est un sujet majeur pour nos clients aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un sujet crucial, c'est un sujet pivot, mais c'est un vaste sujet. Là, donc ça touche vraiment tous les compartiments de ce que pourrait être une entreprise aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est effectivement les IA et ce que tu as appelé les LLM. On va peut-être projeter d'ailleurs notre… Oui, tout à fait. Juste, je finissais mon Pardon. introduction, ce qu'on appelle les LLM, pour aller chercher des produits et des services d'entreprises que l'on souhaite voir. Donc c'est effectivement, on va présenter la petite webinaire. Tac, je partage et je vais présenter d'une manière globale. Donc effectivement, aujourd'hui, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a quand même ce qu'on appelle le choc des moteurs génératifs, puisqu'on passe carrément d'un ancien modèle à un nouveau paradigme, et il faut s'y adapter, et il faut surtout se préparer à être capable de raisonner dans ce contexte-là. Donc, quelques chiffres pour clarifier tout ça. 60% des consommateurs français consultent une IA avant un achat. Donc ça, c'est important. Et d'ici la fin d'année 2026, on prévoit une baisse de 25% du volume de recherche classique sur Google au profit de ces chatbots. Le chiffre le plus marquant, c'est qu'effectivement, ce sont ces 60% de recherches qui n'aboutissent plus à un clic, et c'est ce que l'on va donc appeler le zéro clic, c'est-à-dire que vous avez une réponse, mais les gens ne vont plus forcément cliquer sur votre lien pour aller compléter cette réponse. Ça va se retrouver dans vos analytics, vous allez avoir cette perte de trafic consubstantielle à l'utilisation de ces IA. Donc, les utilisateurs obtiennent leur réponse et ne visitent plus les sites web. Donc ça, c'est un sujet qui peut être compliqué à traiter. C'est pas forcément une catastrophe, parce que c'est juste une nouvelle façon de concevoir à la fois les sites web et la communication de manière globale. Donc ça, c'est quelque chose que l'on pourra donc traiter tout à l'heure dans ce webinaire. Et puis, une autre information, 38% des acheteurs B2B utilisent l'IA pour aller évaluer leurs fournisseurs. Sachant que, par ailleurs, 36% des sources citées par les IA sont les entreprises elles-mêmes. Donc ça, ce sont des chiffres à date. J'aime bien dire à date avec l'IA parce que ça change toutes les semaines. Et donc, effectivement, il y a quand même une grosse part pour un gros tiers qui sont quand même vos informations à vous, émises par vous. Ce que fait l'IA, c'est qu'elle va aller vérifier ces informations grâce à d'autres sources. C'est ce qu'on va un petit peu expliciter tout au long de ce webinaire. Voilà, et donc la question n'est pas est-ce que les clients utilisent l'IA. Aujourd'hui, tout le monde utilise l'IA, personnellement, professionnellement.
D'ailleurs, ça pose des questions peut-être éthiques à l'intérieur des entreprises, mais c'est pas la question du jour. Et la question est, que dit l'IA de votre entreprise? Et c'est ce qu'on va chercher à répondre aujourd'hui. Alors moi, ce que je note, le chiffre qui me semble fondamental, c'est effectivement ces 60% de recherche qui aboutissent sans cliquer sur le site, hein, ce que tu appelles le zéro clic. Très concrètement, ça veut dire qu'après des années déjà où on a une baisse sensible des analytics, c'est-à-dire de toutes ces données qui sont issues des trafics. Quand on a un site web, on a énormément de données enregistrées sur le trafic, les pages vues, les taux de rebond, etc. Donc avec le RGPD qui contraint et qui permet à certains utilisateurs de ne pas se faire suivre via les cookies, on avait la moitié déjà des données qui disparaissaient. Là, on va encore perdre des clics parce que si j'ai bien compris, l'IA va donner des réponses sans même que la personne qui s'intéresse à une entreprise ne clique sur le site de l'entreprise. Ça veut dire aussi que c'est donc un tiers, à savoir donc une IA, qui va parler de votre marque avec ses propres biais. Et ça, c'est terrible, puisque aujourd'hui, on était habitué avec les own médias d'avoir son site et de parler soi-même de sa marque, qui est quand même la base. Là, on a un tiers qui va parler avec ses propres biais, qui en parlera de la façon dont il aura décidé de le faire. Donc ça, pour moi, c'est fondamental. Oui, alors quand on parle du zéro clic, c'est pas, ça signifie pas que la marque devient invisible, hein, c'est Ouais. juste qu'effectivement, au contraire, d'ailleurs, elle peut apparaître dans l'IA et ne pas générer de clics, mais en réalité, elle est quand même visible. Donc ça, c'est important, c'est juste que ça n'apparaît plus dans les analytics. GA, lui, mesure les visites, hein, il mesure pas la notoriété ou l'influence générée par votre site ou par le clic, enfin, sur le clic en question. Donc vous pouvez les trouver aussi dans vos analytics, dans les liens référents, hein, mais là, il faut que la personne ait quand même cliqué. Donc, la plupart du temps, elles sont en note 7, donc on n'en fait pas grand-chose aujourd'hui de ces analytics-là, mais c'est important quand même de pouvoir savoir que ce n'est pas parce que vous n'avez plus de clics que vous n'existez plus. Le Note 7, juste, tu peux, parce que on utilise quand, beaucoup d'anglicismes. oui, alors c'est le Note 7, c'est arrivé quand Google avait transformé son analytics. On pouvait, avant, à l'époque, quand on commençait l'analytics, on pouvait voir les mots-clés, par exemple, qui étaient tapés par les gens. D'accord. Il les a transformés en Note 7 à un moment donné pour justement vendre plus de ads et Plus de pubs. plus de pubs. Et donc, du coup, c'est resté depuis comme ça et certaines choses ne sont plus visibles et sont, alors je schématise, hein, des puristes pourront contredire, mais, ou challenger, mais en tout cas, voilà, c'est le Note 7, c'est que Google estime qu'il ne peut pas contrôler d'où vient le lien. Alors, tu as utilisé un mot qu'on entend depuis 96 là, avec l'arrivée d'Internet, souvent à mauvais escient, c'est paradigme. Mais là, je crois effectivement qu'on est dans un changement de paradigme complet. On passe du SEO au GEO. Donc, le SEO, c'est le Search Engine Optimization, tout le travail du référencement naturel sur les moteurs de recherche, au GEO. Donc, GEO, on le voit beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce GEO? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, évidemment, j'ai même prévu une diapo pour cela. Incroyable. Donc, le GEO, c'est Generative Engine Optimization, donc tout ce qui est l'optimisation de tout ce qui est généré par les machines. Donc aujourd'hui, c'est challengé par un autre terme qui est le AEO, qui est l'Answered Engine Optimization, qui colle un peu plus à la vérité. Cependant, en français, je trouve que GEO, ça passe mieux. Donc, ça sera certainement celui-là qui sera utilisé. Je pense que vous en pensez, je pense que ça sera ça. Et donc, cela, l'objectif n'est plus d'apparaître dans la liste de liens bleus que propose Google, mais d'être la réponse qui sera donc proposée par cette IA. Avant, Google vous classait, aujourd'hui l'IA vous recommande, hein, ou vous ignore, parce que c'est en fait le but de ce webinaire-là, c'est de ne pas être ignoré par ces IA. Ça, c'est important. Et donc, avant, avec le SEO, quand je dis avant, c'est avant ce jour-là, mais on le verra après, c'est que le SEO reste très, et on l'a vu dans les 36% hein, de sources entreprises, la diapo d'avant, c'est que le SEO est très important à conserver. C'est un gros chantier encore à conserver. Et donc, avant, on était basé sur des liens, c'est-à-dire qu'on cherchait à être trouvé, on se basait sur des liens. Le PageRank, ça c'est important, le PageRank, mais c'est la page qui elle-même a ce pouvoir d'attraction pour Google. On était sur du travail de contenu long, puisqu'on vous dit il faut faire 1500 mots-clés, Ouais. enfin vous mettre. Il y avait plein de règles. Il y a plein de règles qui sont toujours valables. Hein. Et puis, on était classé dans un moteur de recherche. OK, ça tout le monde le sait. Par contre, le géo, ce que ça change, et c'est pas anodin, c'est qu'on est basé sur des faits. Donc,
OK, vous voulez apparaître sur tel segment, telle compétence. OK, quels sont les faits qui vont prouver à l'IA que vous êtes expert dans ce domaine-là ou référent dans ce domaine-là pour qu'elle puisse le proposer aux internautes qui ont tapé leur prompt. Et donc, elle va se baser sur un trust rank. Est-ce que l'indice de confiance de mon entreprise est suffisant pour figurer dans les réponses de l'IA? Est-ce que, du coup, l'IA a besoin d'un contenu clair et structuré? On le verra après tout à l'heure. Ouais, on en parle beaucoup. Ça, on en parle beaucoup parce que c'est très important. Et puis, une entité aussi, pareil, bien définie, avec un nom propre, quelles sont les marques qui sont attachées, où elles se trouvent, etc., etc. Et ça va être intégré dans une réponse. Et donc, l'objectif, c'est bien d'être cité dans ces réponses d'IA, dans un contexte plus de réponse, hein, évidemment. Alors, dans une stratégie de visibilité qu'on connaissait jusqu'à présent, donc tu en parlais, c'était le SEO qui continue. Moi, ce que je note, c'est que on n'a pas seulement une bascule d'effort à faire du SEO vers le GEO, mais on a donc 2 chantiers en parallèle. Continuer à optimiser son PageRank, donc l'algorithme de Google avec toutes ces contraintes qu'on connaît dans le référencement naturel, mais en plus, on a un second boulot, on a un autre job à faire, c'est le Trust Rank, donc là, de travailler les IA. Donc en gros, double charge de travail pour les entreprises, les community managers et les agences qui s'en occupent. Exactement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment 2 chantiers parallèles et concomitants ou À faire vraiment en même temps, parce qu'en réalité, le SEO, bon, vous travaillez tous les jours dessus, hein, pour ceux qui le pratiquent, c'est assez simple. Vous voulez être sur un mot-clé, vous boostez ce mot-clé sur des pages, etc. Et vous pouvez apparaître dans les premières positions assez rapidement. Vous y restez ou vous ne restez pas en fonction de la concurrence. Mais vous pouvez être troisième en troisième position ou sur la deuxième page Google, mais d'être cité en premier par l'IA parce que vous auriez un écosystème de communication tel qu'on vous reconnaît, que l'IA vous voilà, vous êtes crédible, vous êtes référent dans ce domaine. Et ça, c'est c'est donc 2 chantiers bien distincts qui sont corrélés entre eux parce que l'IA, on a vu tout à l'heure, va se servir du SEO quand même pour dire on me demande ça, je regarde ça, mais est-ce que c'est voilà la bonne réponse? Si vous êtes partout et que vous êtes que sur la deuxième page de Google, c'est pas très grave, en fait. Vous serez dans les résultats d'IA. Alors maintenant, on va passer à la slide suivante, je crois, c'est comment l'IA voit votre marque. Parce que là, tu as expliqué donc qu'il y avait deux sujets concomitants, donc deux efforts en parallèle. Alors, comment maintenant, comment l'IA va choisir la marque qu'elle cite, parce que tu disais sur Google, on peut faire partie des 10 premières pages, comment l'IA va le citer, et est-ce que l'IA est neutre? Tu avais une question? On a une question. Ah, on a une question. On a une question sur le chat. Tu as parlé de SEO et de ce changement de paradigme. La question, c'est est-ce que le SEO sert au GEO ou est-ce que ce sont deux choses bien distinctes et indépendantes? Et il y a une deuxième question sur laquelle tu peux répondre aussi en même temps. Dans le SEO, on sait qu'il y a le SEO et le SEA, donc le référencement payant. Est-ce qu'on s'achemine vers un GEO et un GEA aussi? Voilà les deux questions. Un GEO payant. Ok. Donc du coup, je n'avais pas vu dans le chat la question, parce qu'en fait, on y a répondu un peu dans ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire que le SEO est corrélé au GEO. Ce sont 2 sentiers distincts, donc ça, voilà, c'est ce que je viens de dire. Et puis la réponse est finalement à la question, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment des choses à travailler distinctement avec des compétences très complémentaires et distinctes. Et puis ce qu'on pourrait appeler le GEA aujourd'hui. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas, à part que en voyant quelques tests, notamment de ChatGPT, on avait dans des résultats la proposition de produits qu'on pouvait directement acheter. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de travailler là-dessus, je pense. Et ils ont fait une annonce. Ils ont fait très vite, et très vite, on aura certainement des blocs quand on pose notamment. C'est arrivé quand je faisais un truc sur la décoration intérieure, par exemple. J'avais tout de suite un canapé, etc. Et je pouvais aller acheter directement ça. Donc, il suffisait simplement que le lien soit payant comme un SEA pour que le système soit mis en place. Et je pense qu'ils aient des tests à cette époque. Donc oui, je pense qu'on va y avoir droit parce que quand tout le monde va se servir du GEO et des IA, ça va commencer à
à proliférer. Voilà. Donc, merci pour ces questions, Bruno. Je reviens à la question que je te posais. Est-ce que les IA sont neutres? Même si, effectivement, sur la slide, tu as la réponse qui est écrite. Est-ce que tu peux nous parler de cette absence de neutralité des IA? Oui, alors les IA ne classent pas, hein, les pages comme Google, elles synthétisent des réponses à partir de sources qu'elles jugent fiables, claires, validées par d'autres. Et c'est vrai pour toutes les IA, hein, ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini. Donc ça, c'est vraiment l'ensemble du système. Ça fonctionne par graphe en réalité, hein, en tout cas aujourd'hui, c'est ce que les quelques graphes que l'on connaît, puisque c'est quand même un maillage de l'ensemble de tout plein de sources d'informations. La toile d'araignée Toile dont tu d'araignée, mais parlais. vraiment complète, quoi. Et la graphe, donc il y a un graphe d'entité. Le graphe d'entité, c'est quoi? C'est est-ce que votre marque est-elle reconnue comme une entité distincte dans votre domaine, hein, le nom, le secteur, vos marques, les localisations, vos dirigeants, etc. Il y a un graphe de connaissances que moi je préfère appeler graphe de contenu, c'est plus clair. C'est donc votre contenu est-il cité et repris par d'autres sources faisant autorité, la presse, on va y revenir, hein, Ouais, on va beaucoup en parler de la presse, ouais. les forums, les avis clients, etc. On parle de vous partout. Alors, les avis clients, moi, j'avais toujours l'impression que sur Google, les avis clients, c'était pour, tu vois, le restaurant ou le petit établissement dans le coin. C'est quand même vraiment pris en compte. C'est une source d'autorité aujourd'hui, ces avis clients. Complètement, oui, bien sûr. C'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place régulièrement dans tout. C'est pas juste sur votre site web pour motiver Ouais, d'autres ouais. prospects à devenir clients. Alors déjà, dans le SEO, ça marchait déjà un petit peu, hein, quand on avait des résultats Même clients, quand on est en ça business to business, parce que autant tu vas dans un restaurant, tu vois, tu es en B2C, tu aimes le restaurant, tu vas dire j'ai aimé votre entrée, etc. C'est, on va dire, un parcours classique. Mais c'est vrai que quand on est dans un grand compte, qu'on a été bien reçu, on sort de réunion, on n'a peut-être pas envie d'aller sur la fiche de Danone ou de Nestlé et puis de dire waouh, qu'est-ce que j'ai aimé votre entreprise. Et donc en B2B, on a l'impression que les avis clients sont quand même marginales et peu exploités. Alors, ils sont exploités par Google déjà, mais parce que ça crée Voilà. des sources qui vont rajouter des niveaux dans la liste. Ouais. Donc, on va remonter. Puisque c'est du PageRank, ça ne va pas être du trust. Donc, les avis clients ne vont pas servir à ce que l'IA va se servir, elle. Elle va dire, les avis clients sont majoritairement bons, donc je peux définir que cette entreprise, ce qu'elle dit, me paraît correct, je peux le proposer à mon IA. Donc, je vais faire un appel à tous ces centaines de personnes qui sont sur notre webinaire. Allez sur notre page Influx Active sur Google et laissez un message avec 5 étoiles. En tout cas, pour ceux qui sont clients, parce que ceux qui ne connaissent pas, ils vont pas pouvoir le faire. Ouais. Bon, bah. Ouais, c'est bien. Et donc, il y a un autre graphe qui est le graphe de concept, qui est en fait le graphe d'expertise. En fait, c'est est-ce que votre expertise est-elle associée au bon sujet et aux bonnes thématiques par rapport, bien entendu, au prompt de l'internaute, hein. Et donc, est-ce que vous avez une bonne sémantique et une bonne profondeur de contenu? Ça peut être une profondeur de contenu verticale, horizontale, mais en profondeur, en fait. Enfin, quand je dis par là, c'est dans le troisième, en trois dimensions, la troisième dimension, bien entendu. L'homme, c'est l'homme. OK. Et donc, voilà pour ça. Et donc, du coup, c'est ce que moi, je voulais rajouter, c'était ce que j'avais mis à côté, hein, il n'y a pas de position 0 et 1 dans l'IA comme sur Google avec le SEO. Et donc, ça implique véritablement que l'effort à consacrer dans les IA est important et doit être continu. C'est en permanence que l'on doit travailler son référencement en IA. Alors, moi, je voudrais donner un exemple qui vient de notre expérience. C'est quelque chose de réel, de factuel par rapport à tes graphes. On a un client pour lequel on fait des relations presse et des relations médias. On ne fait pas du tout de GEO et on n'a pas du tout cette mission-là. Et ce client, c'est Maison Thé et Infusion Pagès, une très belle maison qui fait du thé française, qui existe depuis près de 180 ans. Et on leur a fait une très belle opération de RP, puisqu'on a eu à peu près 22 parutions, télé, radio, presse, et en gros 10 millions de contacts. Donc, on est quand même dans du lourd en termes de parutions et de part de voix. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à nos outils, et nos outils d'IA, et on en développe beaucoup en interne, on avait un indicateur de sa part de voix GEO avant l'opération, puisqu'on l'a fait dès qu'on a sorti nos propres agents. Et on a vu qu'en l'espace de 10 jours, le score de notre client avait doublé après cette opération. Donc, ça veut dire que, un, c'est très rapide,
puisqu'on a vu en 10 jours. On ne parle pas de plusieurs mois, comme à l'époque, quand on parlait du SEO de Google, on expliquait qu'en référencement naturel, il fallait au moins 3 mois pour commencer à avoir un impact. Là, c'est en 10 jours et on a vu tous les scores doubler. Alors, encore une fois, 10 millions de contacts, 22 parutions, ce n'est pas le petit CP qui est balancé dans la nature, c'est une grosse OP. N'empêche que ça marche et n'empêche qu'effectivement, tous ces graphes-là ont été analysés par les IA, puisque graphe d'entité, on parlait de l'entreprise, graphe de connaissance, il y a eu beaucoup de contenu dû justement à ces 22 parutions, et le graphe de concept, là, l'expertise, elle est claire. Maison T, Infusion Pagès font des thés et des infusions, et en l'occurrence, c'était la sortie d'une énorme ligne de production qui allait doubler leur production. Donc, tout était collé et tout était cohérent avec tes 3 graphes et ça a marché. Voilà. Je tenais à en parler parce que ça n'a pas été fait pour ça. L'objectif n'était pas de booster le scoring GEO. C'est nos relations presse, c'est une mission bien à part entière, mais on a vu l'impact. Voilà. Alors oui, si, là où je voulais aussi en venir, c'est une belle opération puisqu'on a eu 86% de tonalité positive et 14% de neutre. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce score et cet impact qu'on a eu, c'est via des médias dont on ne mesurait pas finalement ce qui a été dit. Et donc, encore une fois, c'est un tiers qui a parlé de Maison Thé et Infusion Pagès. Et donc, il y aurait un risque exogène sur les marques, puisqu'à un moment donné, l'IA et les médias vont parler pour quelqu'un, pour le compte de quelqu'un. Là, on a la chance, mais ça aurait pu être une campagne qui aurait moins bien marché. Et dans ce cas-là, on aurait eu des échos médiatiques négatifs. Et donc, une IA qui se serait emparée de ça et qui aurait amplifié finalement un impact. Donc, attention à vos marques, attention à vos réseaux sociaux. Ce sont d'autres personnes qui vont en parler sans que vous n'ayez la maîtrise réelle, parce que ces graphes-là, c'est à un moment donné cette boîte noire de l'IA qui va s'en emparer. Donc ça, c'est important. Alors, si je comprends bien tes graphes de connaissances, comment l'IA voit ta marque, elle est au centre d'une toile d'araignée. Tu en as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux rentrer dans le détail de cette toile d'araignée? Exactement. Alors, l'IA cartographie les relations entre vos différents supports de communication au sens large, hein. Elle relie votre marque à votre site web, bien sûr, mais surtout à la presse qui valide votre expertise et vos avis clients, et à votre profil LinkedIn aussi. Les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué parce que l'IA n'a pas forcément aujourd'hui la possibilité d'aller crawler complètement les comptes LinkedIn, etc. Donc, elle va aller chercher des informations qui sont à sa disposition. Mais ça, c'est important. La localisation aussi, ou les localisations que vous pourriez avoir, pour être cité, répéter un mot-clé ne sert plus à rien, ça c'est très clair. Il faut que votre marque soit une entité claire à part entière, validée pour des sources indépendantes. Alors, j'insiste sur un point, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pendant des années, ça a été le rêve que les réseaux sociaux favorisent le référencement et la visibilité. Et on s'est rendu compte, que déjà les algorithmes des réseaux sociaux changeaient en permanence, c'est-à-dire que celui qui gère le réseau social peut accepter ou pas de mettre des API, des interfaces. Moi, ça me rappelle au tout début de LinkedIn, on avait fait des développements lourds sur lesquels on allait dans LinkedIn avec les API LinkedIn, mais nos propres développements pour pouvoir analyser énormément de métriques. Ça a été des mois d'investissement de développement. Ça a été arrêté en l'espace de 24 heures parce que LinkedIn avait tout coupé. Donc, attention à ça. Il y a beaucoup de liens. À l'époque, c'était le lien nofollow qu'on avait dans le SEO. Donc, je pense qu'on va les retrouver aujourd'hui dans l'IA. Il n'en reste pas moins qu'on a certaines pages ou certains posts LinkedIn qui sortent. Et ça, tu nous confirmes que l'IA va quand même regarder. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas une source quantitativement majeure, mais c'est important d'avoir quand même des posts en lien et cohérents avec tout ce qui est dit autour d'une marque. Oui, alors, parce que l'avantage de LinkedIn, c'est que vous pouvez traiter de sujets, c'est-à-dire qu'il faut être actif sur LinkedIn, Ouais. et qu'il bien entendu qu'il y a un maximum de personnes qui reprennent vos articles. Ça permet de créer l'intérêt, parce que ces choses-là vont quand même aussi ressortir sur Google, Ouais. malgré tout. Donc, Ouais. l'IA va pouvoir voir que, bah, tiens, il en parle sur LinkedIn. Si potentiellement,
comment dire, dans la page Google, il peut cliquer sur le lien pour aller voir l'article en question, et ben c'est ça, c'est toujours ça de gagner. D'accord, donc ce graphe. Alors, un exemple, je crois, slide suivante. J'étais là, pardon. Ouais. Hop. On avait, voilà, un exemple là, cette fois-ci, qui nous concerne, qui valide ce que tu es en train de dire sur la cohérence et la consistance des messages. Dans notre pôle digital, nous, on est spécialiste de Typo 3 depuis plus de 20 ans. On était même à l'initiative de la communauté Typo 3 dès 2004, quand l'outil est arrivé en France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a fait le test dans ChatGPT, quand on demande les meilleurs prestataires en développement Typo 3, bah dans Chat, on est sorti premier. Et je crois que sur Gemini, on est sorti second. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors là, typiquement ici, dans ce cas-là, c'est parce qu'on applique à nous-mêmes ce que nous conseillons à nos clients. Ouais. En tout cas, mais on l'a fait depuis une vingtaine d'années. C'est pas parce que le Géo est arrivé qu'on a étudié comment influencer le Géo. Tout à fait, c'est toute la cohérence. C'est parce qu'on le fait régulièrement. Voilà. Alors, peut-être qu'à mon avis, on ne le fait pas suffisamment, mais en tout cas, ça suffit pour pouvoir être dans les résultats aujourd'hui. Il faut le faire encore plus. Mais effectivement, nous diffusons des communiqués sur nos expertises, nous créons du contenu ciblé sur les besoins de nos clients, on participe à des prix aussi, ça c'est important. Ça a l'air de rien, mais finalement ça joue beaucoup. L'IA trouve des preuves de notre expertise un peu partout sur le web. Je précise quand même effectivement que ce test a été fait il y a quelques jours sur différents supports, mais si on le refait aujourd'hui, ben, évidemment, ça n'aura peut-être plus la même saveur. C'est un peu comme le SEO, mais plus radical. Donc voilà, mais c'était intéressant de pouvoir de le tester sur nous pour dire, finalement, il y a des choses quand même qui fonctionnent, comme tu l'as rappelé sur le cas Pages. Alors, pour être très honnête aussi, et on l'a vu, on a vu apparaître un concurrent Typo 3 dont on n'avait jamais entendu parler, qui n'a jamais été dans la communauté, qu'on n'a même jamais vu en compétition. Et d'un seul coup, il a sorti un site en expliquant qu'il était leader sur Typo 3, ce qui veut dire aussi qu'on peut influencer ces IA, on peut faire du mytho sur les IA, donc on n'est pas à l'abri d'avoir finalement des IA qui racontent n'importe quoi. On parlait de ces hallucinations, mais là, on l'a très bien vu avec un concurrent. Autant moi, je respecte les concurrents de cette communauté qu'on connaît depuis 20 ans, qui sont parfois même certains de nos amis, des gens pour lesquels on a le plus grand respect. Autant là, on les a vus arriver alors qu'ils ont peut-être jamais codé une seule ligne. Simplement, ils ont fait un joli site qui parlait de Typo 3. Donc voilà, toujours faire attention. Oui, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est très important parce qu'en fait, quand vous êtes dans une niche, ce qui est un peu le cas de Typo 3, on n'est pas nombreux en France, ça se compte sur les doigts d'une main. Et ben, l'IA, soit elle se base directement sur votre information que vous émettez, c'est ce qui se passe là dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'une information qui est peut-être un peu plus fraîche, un peu plus orientée, va devenir la priorité par rapport à l'IA, alors qu'en fait, historiquement, ça n'a rien à voir. Enfin bref. Donc on peut jouer, quand on est sur une niche, on peut plus facilement le faire parce qu'on a noté que l'IA se servait beaucoup plus de ce qu'elle trouvait, la proportion d'utilisation de nos propres données en tant qu'entreprise était plus mise en avant que ce qu'elle trouvait, puisqu'elle ne trouve rien. Donc si elle ne trouve rien, elle va jouer avec ce qu'on lui donne. Et donc ça, c'est important. Ça un peu pondère un peu ce qu'on dit, mais finalement, ça joue aussi pour notre secteur. Alors, on avait un autre cas, slide suivante. Là, c'est un client. Alors, c'est aussi intéressant. C'est un client qu'on a depuis une quinzaine d'années, pour lequel on a géré tous les contenus. On gère tous les contenus, alors aussi bien web, réseaux sociaux, relations presse, etc. C'est une boîte qui a 300 ans. Donc, on va dire qu'elle a du contenu, elle a une véritable histoire. Et moi, ce que j'aime bien là, alors c'est pareil, on n'a pas du tout la mission de s'occuper du GEO, mais elle ressort très, très bien. Pourquoi? Parce que c'est une société qui s'appelle Guyenne Papier, qui est une très belle société qui est en Nouvelle-Aquitaine, donc qui a 300 ans, qui est le leader presque mondial du papier fluo. Donc, elle a une cohérence dans son discours. Tous les contenus tournent autour et sont focus sur une gamme de produits, à savoir les papiers fluo. Et finalement, ils ressortent sans avoir fait un travail spécifique pour le GEO, mais simplement parce que depuis 15 ans, le client et nous produisons un contenu régulier, constant et en lien
avec leur métier, qui est effectivement leur spécialité de faire du papier fluo. Là, c'est un peu naturel, c'est un peu spontané, on en est content, et ça démontre ce que tu dis, ce graphe qui finalement est cohérent. Complètement. Mais là, vous voyez deux types de présentations d'ailleurs un peu différentes de GPT. Comme je disais, ils font beaucoup de tests. Enfin, une Ouais. période, ils faisaient beaucoup de tests. Et là, on a une version avec photo, une version sans. Et à chaque fois, bon, elle apparaissait premier, mais Avec des photos. et là, avec des photos. Ouais. Donc, c'était intéressant de voir que. Et on voit ces énormes photos. bobines de papier fluo qui font plusieurs tonnes et qui est vraiment la base de leur métier. Alors, tu nous parlais de prompts, tu as travaillé sur les 90% de prompts les plus utilisés. Tu peux nous les donner et tu peux nous expliquer pour que les gens qui sont à ce webinaire puissent tester sur leur marque Alors, s'ils sont vus. En effet, donc, les prompts sont utilisés dans 90% des cas, c'est cela, hein, c'est donc ce qu'on vous transmet aujourd'hui. C'est à tester par vous-même dans ChatGPT, Perplexity, Gemini Claude. Ça permet de voir si la marque apparaît et comment elle est citée. Parce qu'en fait, c'est bien d'être cité, mais il faut savoir comment on est cité, est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'on est, parce que c'est en travaillant dans la profondeur ce que l'on est exactement que l'on va permettre aux IA de nous citer de manière régulière. Donc là, on a fait une petite liste de requêtes possibles. Donc il y a une requête, il y a ce qu'on appelle les requêtes d'expertise, hein, quelles sont les entreprises expertes dans tel secteur, quels sont les leaders du marché de tel secteur. Il y a les requêtes d'autorité, hein, quelles entreprises sont les plus fiables dans tel domaine, quels acteurs sont les plus innovants dans tel domaine. Requête localisation, quelles entreprises à Paris sont spécialisées dans telle activité. Il y en a d'autres, il y a des requêtes branding, qu'on pourrait appeler, hein, de marque. Que fait l'entreprise X, voilà, tout simplement. Ouais. Quelles entreprises est dirigée par un tel. Et requêtes comparatives, hein, là c'est plutôt les analyses concurrentielles. Quelles marques sont alternatives à tel concurrent. Des requêtes actualité réputation, parce que ça aussi c'est quand même pas mal demandé. Quelle entreprise a annoncé récemment un projet, etc. Voilà. Donc ça permet quand même d'avoir des éléments qui vont vous permettre de tester. Alors, pour pouvoir vous aider, on a un petit tableau de suivi que l'on a créé pour ça, et donc on vous partage volontiers. Hop, attends, par exemple, un autre contenu. Le tableau de suivi, tu l'as fait pour nous, notre pôle qui fait ça pour nos clients, qui fait du VO pour nos clients? Oui, bien sûr. Ouais, Alors déjà, et là, tu vas en faire profiter là, les- j'en fais profiter. Alors, je me retrouve dessus. Alors, donc ça, ce sont les prompts qu'on vous exposait, hein, requête expertise, etc. Donc là, vous retrouvez les prompts que vous avez choisis en sélectionnant, enfin, vous les sélectionnez vous-même. Alors moi, ce que je trouve formidable dans ces prompts, dans le travail que tu as fait, c'est de voir la puissance du GEO par rapport au SEO, parce que maintenant, quand vous allez dans Google et que vous tapez quelles entreprises ont annoncé récemment ou quelles sont les alternatives, etc., Il faut chercher. voilà, Il va falloir chercher. tu vas passer 1h30 Exactement. à chercher sur 20 sites web, alors que l'IA va te le donner directement. C'est là où on voit la puissance, et quand tu dis qu'il y a 60% ou il y a moins 38%, demain, je pense que ça va être moins 90%, hein, de gens qui vont sur Google pour avoir des infos. Et donc là, ça marche un petit peu comme ceux qui font du SEO parmi vous et qui ont comme ça des tableaux de contenu, Des méthodes, des ouais. méthodes éditoriales. Et ben là, vous avez les requêtes, vous testez dans quel voilà, vous testez dans quel moteur, la date du test, l'URL qui s'affiche que l'IA propose, éventuellement, etc., etc. Donc là, vous avez toute une série d'onglets qui vous permettent d'analyser. Donc c'est un peu de boulot, hein, quand même. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Mais ça vous permet quand même. L'IA peut te faire son travail sur l'IA, ça peut faire une mise en abîme. En étant comment dire, bien rodé sur ChatGPT avec MedChat ou sur Claude avec les skills, vous pouvez lui demander de le faire de manière un peu automatique. D'accord. Donc ça, voilà. Et donc ici, vous avez un plan géo 30 jours qui vous permet de dire, bah voilà, sur 30 jours, quelles sont les actions que l'on veut faire et quelles sont celles qui sont à réaliser en priorité. Alors, comme on me dit qu'il ne reste voilà. plus que 10 minutes, on va un peu accélérer. Okay. Donc, on va revenir aux questions, puisque là, on est dans le cœur du sujet, hein, puisque tu donnes des méthodes et des tips pour être vu, ou en tout cas comprendre pourquoi on ne serait pas vu. Et donc là, la question qu'on va voir maintenant, voilà, même si tu en as un peu parlé, si tu n'apparais pas ou si tu apparais mal, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tu n'as pas fait le job qu'on vient de voir jusqu'à présent, mais
peux rentrer dans le détail? Oui, un peu c'est-à-dire qu'en fait, voilà, si vous apparaissez pas du tout ou rarement, c'est que vous avez clairement un manque de signaux. La part de voix trop faible, l'IA ne vous connaît pas ou pas encore. Et donc, les causes, c'est que vous n'avez pas assez matraqué votre présence sur des sources tierces, presse, avis, forum, comme on disait au début. Dans Et des donc, sources tierces, hein. des Donc, sources voilà, tierces, tout voilà. à fait. Et pas tiercées. Ouais. Et donc, construire votre présence externe, relations presse, avis client, mention, il faut essayer de développer ça. C'est là où des agences comme nous peuvent intervenir. Et c'est d'ailleurs la grande différence, hein, c'est ce qu'on nous disait avec Bruno, notre collègue qui est expert en relations presse chez nous, avec lequel on disait qu'effectivement, les RP aujourd'hui, mais on en parlera peut-être un petit peu à la fin, deviennent vraiment un axe très porteur Ouais, un pour actif. un Ouais, actif c'est un très, très actif de important l'entreprise. pour le géo. Ouais. Et puis si vous apparaissez, mais mal décrit, là, c'est que le boulot n'est pas trop mal fait, mais il y a une incohérence sémantique. L'IA vous connaît, mais ne comprend pas trop ce que vous faites, votre positionnement. Les messages sont flous, contradictoires. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est auditer, unifier votre message sur tous vos canaux. On reviendra sur la méthode là-dessus. OK. Alors maintenant, on va voir les 5 piliers qui permettent justement d'optimiser le géo. Donc celui-là, c'est clarifier votre positionnement pour l'IA. Juste, puisqu'on en a un peu parlé, mais Ouais, vous avez une petite phrase là, un petit peu cible, qui est un peu le pitch. Ceux qui travaillent sur l'identité de marque savent de quoi on parle. Ce petit pitch, on peut l'appeler géo-ready, c'est-à-dire telle marque aide tel type de cible à résoudre tel type de problème grâce à une approche qui est ouais. la nôtre. Ça, effectivement. C'est important de clarifier. Alors d'ailleurs, j'avais une question à te poser. On dit souvent que à Google, il faut lui parler comme à un enfant de 4 ans. Il faut parler à une IA comme un enfant de quel âge? Il faut parler comme un adulte. Comme un adulte, Ah d'accord. bah oui. Ouais. Sinon, non, là, c'est vraiment parce que là, il nous comprend et surtout, il peut extrapoler ce que l'on dit. Donc, Ouais. c'est important de parler comme un adulte. Donc, premier pilier, c'est ça. Tu parles beaucoup de cohérence, hein, ça revient vraiment. Le deuxième pilier, donc, c'est la validation externe. Tu as commencé à un peu en parler. Oui, c'est la source la plus impactante pour l'IA, hein, c'est la presse spécialisée, par exemple. On voit que 69% des sources médias utilisées par les chatbots, c'est vraiment la presse spécialisée. Ouais. Et c'est devant la presse nationale ou les médias audiovisuels. Donc, il fait voir que, par exemple, quand tu travailles dans le retail ou dans le food, LSA et Linéaire ont plus de poids qu'un article dans Le Figaro ou dans Ouest France. Exactement. Ça, c'est fort, ça, quand même. Ouais. C'est fort, sachant qu'il le corrèle, parce que si c'est toi qui parais dans LSA, ça a une donnée. Si c'est ton entreprise, ça a une autre donnée, Ouais, etc., etc. ouais. Donc, c'est le cumul. LSA et Linéaire, c'est les médias majeurs dans tout ce qui est grande distrib, food, retail, agroalimentaire. Et donc, là, pour dire que les bonnes campagnes RP dans la presse pro, couplées à des avis clients vérifiés, c'est vraiment le combo gagnant. Enfin, Ouais. c'est ce qu'il faut vraiment travailler en réalité, c'est les objectifs à viser. Les réseaux sociaux classiques, donc, ce qu'on disait, hein, Ouais. trop d'impact. Pas trop Mais d'impact. il faut quand même. Ensuite, on a un troisième pilier. Donc, le troisième pilier, c'est créer du contenu que l'IA peut extraire. Donc, ce n'est pas le tout d'écrire et de produire. Il faut penser à l'extraction de l'IA. Voilà, il faut structurer votre contenu pour l'IA. C'est-à-dire, voici, donc là, on vous présente ici les 5 formats qui fonctionnent bien. C'est la réponse directe. Réponse directe, c'est commencer chaque section par une réponse. La réponse attendue au prompt que vous avez travaillé. Si vous connaissez bien les prompts, c'est ce que je vous engage à faire, classiques, il faut travailler ces réponses. C'est un peu comme à l'époque des mots-clés, Ouais, qui restent valables aujourd'hui. ouais. On fait un mot-clé, on dit, oh, tiens, comment on met notre mot-clé dedans Dans la requête. C'est un peu pareil, et ça permet de permettre à l'IA de voir, si elle scrolle votre site, par exemple, de dire, tiens, il a répondu à la question, donc il me facilite un peu le travail. Ouais. Les FAQ comme OSEO, c'est très Frequently important. asked question, les questions les plus fréquemment posées, où on voit la question et la réponse sur les sites. Et des trucs qui ont 20 ans sur Internet. Exactement, et qui ont bien marché pour le SEO. Ouais. Et là, ça marche encore mieux avec le GEO, parce qu'en fait, il y a une foule de questions, de questions qui apportent des réponses, et elle peut taper dedans. Et le glossaire, ça marche toujours? Parce que le glossaire, je me souviens. Alors, le glossaire, a priori, ça marche pas bien, parce que donc, il y a une différence avec le SEO. À partir du moment où, mais le glossaire en SEO, du coup, il marchait moins bien maintenant. Tu avais une question, peut-être? Ok. Donc, les données chiffrées, les données chiffrées, c'est comme le SEO, ça aussi, on met des chiffres, on essaie de les étayer, on évite de dire beaucoup de clients par 87% de nos clients.
Ouais, et puis, voilà. Donc, les tableaux comparatifs, ça marche aussi. Ça marchait aussi pour le SEO. Donc, si vous ne le faisiez pas trop pour le SEO, bah, faites-le pour le GEO. Ouais. Voilà, c'est un peu ce qu'il Ok. faut se dire. Et puis, la petite note technique, c'est tout ce qui est schéma, schéma.org, etc., données structurées. Ça, là aussi, ça marchait bien pour le SEO, mais peu de gens le faisaient. Il faut vraiment le faire pour pouvoir que l'IA Ok. vous trouve mieux. Quatrième pilier, c'est rester actif et récent, donc publier régulièrement du contenu. Voilà, c'est vrai. La fraîcheur ne signifie pas publier tous les jours, hein, mais ça signifie quand Ouais. même qu'il faut quand même publier régulièrement, et en tout cas mettre à jour ses contenus assez fréquemment. Surtout perplexive, parce qu'il y a une petite notion qui est assez intéressante. Vous allez sur Claude, vous lui posez juste une question, il va aller chercher sur sa base de août 2025. Ouais. Si on ne lui précise pas de la date d'aujourd'hui, ou dire ce mois-ci, ou dire, D'accord. il ne le fait pas forcément. Ouais. S'il estime que la personne ou l'entreprise que vous demandez, il la connaît déjà, il ne va pas la ressortir à date. Alors, ça me fait penser d'ailleurs à il y a quelques mois, bah, c'était quand la reine d'Angleterre venait de décéder. Quand on posait la question à ChatGPT qui est la reine d'Angleterre, il disait c'est Elisabeth II. Parce qu'à l'époque, les LLM avaient plusieurs mois de retard. Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont en temps réel parce qu'ils vont lire certains médias dans les publications qui sont gratuites. Et je sais qu'il y a des accords de négociation entre les principaux médias et les IA pour qu'elles puissent accéder, si on prend le Figaro par exemple, si Figaro met 3% de ses parutions en gratuit, pour avoir les 97% qui intéressent les IA en temps réel, puisqu'ils publient tous les jours, il y a des accords qui sont passés, ce qui veut dire qu'on sera de plus en plus à jour avec les IA, puisque elles-mêmes seront en lien avec les médias quasiment à la journée ou à l'heure, puisqu'on a des chaînes aussi d'information en continu, et là on parle d'une information à la minute. Alors, on a une question sur le chat par rapport à ce que tu viens de dire, Hervé, qui est de dire, est-ce que tant qu'il n'y a pas ces accords-là, vous nous conseillez de ne pas faire de RP vers des médias qui fonctionnent à l'abonnement? Alors, dans une perspective géo, on s'entend. déjà, on voit que les RP sont majeurs comme source d'autorité. La deuxième chose, on le voit avec Google qui n'oublie rien, c'est que même un article que tu fais aujourd'hui, en admettant que le contrat ne soit pas encore signé, qu'il soit signé en 6 mois, dans 6 mois, l'article sera présent. Donc, quand je parle d'actifs ou d'assets pour une entreprise en matière de relations presse, tout ce que tu vas produire n'est pas simplement fait pour que demain tu te dises tiens, j'ai un prospect qui va lire le quotidien ou tiens, dans le mois, on va lire Challenge, je vais avoir des clients potentiels qui lisent Challenge dans le mois. C'est pour des années que ton actif est en train non seulement d'exister, mais va s'améliorer. C'est comme d'investir en assurance vie, c'est de prendre date à un instant T et pas forcément de mettre des millions au dernier moment. Tu n'auras aucun impact fiscal intéressant. Par contre, d'avoir ouvert un truc il y a 8 ans et de mettre des petites sommes, et ben à un moment donné, ton actif, il aura de la valeur, il sera fiscalement intéressant. C'est exactement la même chose avec les relations presse. Donc, n'attendez pas ce contrat-là. De toute façon, on ne va pas nous appeler pour nous dire le groupe EBRA a signé avec ChatGPT, mais on sait que c'est en cours de négociation et on sait que ça se fera. C'est une source de revenus non négligeable pour les médias et on sait qu'aujourd'hui, ils en ont tous besoin. Et ils se font piller dès lors qu'ils ne sont pas capables de vendre. Donc, on a tout intérêt à ce qu'ils restent et qu'ils ne fassent pas piller. Il va piller, justement, on passe au 5. Ouais, passer en mode action. Donc, ce que vous allez pouvoir faire dès cette semaine pour améliorer votre visibilité IA, on a donc construit, c'est votre plan d'action en 30 jours. C'est nous appeler pour qu'on s'en occupe. Bon, déjà, donc c'est la semaine 0. Audit. Il faut faire un audit, tester les 18 prompts sur ChatGPT, Perplexity, Gemini, ce que vous voulez. Notez vos résultats, identifiez les 3 principaux concurrents dans les réponses qui vous challenge. Positionnement, donc travaillez votre positionnement, rédigez votre phrase de positionnement géo-ready. Veillez à la cohérence sur votre site web, LinkedIn, Google Business, profil, etc. Corrigez les incohérences, évidemment. La semaine 3, travaillez votre contenu. Identifiez les pages ou votre page la plus importante, page d'accueil, page produit, page service. Ajoutez une section FAQ, ajoutez d'autres types de contenus, des chiffres, etc. Structurez le contenu en réponse directe d'abord, ce qu'on a vu.
Semaine 4, validation externe. Contacter 3 clients satisfaits pour récupérer des avis positifs. Identifier 2 articles comparatifs de votre secteur où vous n'êtes pas mentionné et contacter les auteurs, les journalistes ou pas. Et puis voilà, vous planifiez cette action de relation presse, au moins dans l'immédiat. Alors, la minute de pub, c'est que justement, vous pouvez confier tout ça à Influx Active. On s'occupe de ça de A à Z, avec notre méthodologie, avec notre constance, avec nos outils, avec nos propres agents IA qu'on développe directement ici. Parce qu'on l'a vu, c'est chronophage. Hein. Je crois que c'est comme pour tout, les gens vont tester en se disant finalement, on va faire tout seul et c'est facile. Et l'IA aurait cette facilité d'apprendre à servir de l'IA. Et au bout d'un moment, on se rend compte que c'est chronophage, ça demande du temps, ça bouge en permanence. C'est pour ça qu'il vaut mieux confier à des gens qui se tiennent au courant. Et c'est difficile pour nous même de nous tenir au courant, mais c'est quasiment tous les jours qu'on est alimenté par des nouveautés, par des innovations ou par des informations qui viennent contredire ce qu'on savait une semaine avant. Donc voilà, appelez-nous pour qu'on s'occupe de ça et qu'on vous positionne en influençant les IA et les LLM pour que vous soyez cités. Alors, il y a des outils pour suivre ça sans avoir à faire à la main. Oui, tout à fait. Alors donc là, les outils, il y a des outils qui existent déjà sur le marché pour les SEO, hein, Ubersuggest, SEMrush, Ahrefs, etc. Payants. Des outils payants qui rajoutent une somme pas anodine pour faire ça. Et puis, vous pouvez déjà le faire gratuitement pour vous. Hein. Donc, il y avait le tableau que je viens de vous montrer tout à l'heure. Et puis, il y a, si vous savez le faire, vous pouvez mettre, on disait, mettre en place des skills, etc., qui vont l'automatiser. Nous, on a développé justement avec les IA nos propres outils. Je voulais peut-être vous montrer un exemple de rapport. Alors, je crois que là, on arrive à la fin du webinaire. Donc ça, c'est un exemple de… Attendez, je peux le partager. Par contre, c'est important. Hop, présenter un autre contenu. Toc, 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 c'est celui-là. Voilà, et donc avec nos outils, on arrive à vous proposer ça, un audit de visibilité, et donc on a quelques éléments d'information qui sont assez intéressants, hein, que ce soit en SEO, réputation, branding, social. On a un score global qui est attribué. On a bien entendu une lecture stratégique de la présence publique, territoire naturel. Et on le met à jour. Et on le met à jour. Et comme ça, on voit si ça évolue dans le bon sens, dans le mauvais avec sens. Ici, par exemple, tu parlais de TPAGES, donc je ressors ce même rapport, et on a le TPAGES, mais on a aussi ses concurrents qu'on a décidé de suivre, et on voit bien qu'il y a encore à challenger. Hein, ça, c'est important. On a des diagnostics stratégiques qui nous sont proposés, on a l'analyse prompt intelligence, c'est-à-dire quels sont les prompts et à quel moment on sort dans les prompts. Donc là, on a une vraie vision. Et puis, quels sont les prompts qu'il faut viser dans nos contenus. Donc ça, c'est très intéressant. Le plan d'optimisation éditoriale, ça aussi, ça fait partie de nos recommandations. Et voilà, donc ça, c'est le type de rapport qu'on peut produire chez Influx Active pour le géo à date. Hein. Gros boulot. Voilà, je reviens sur ma présentation pour changer d'écran. Présentation, je reviens sur ma présentation. On vous invite aussi à aller sur le site Influx Active parce qu'il y a plusieurs GPT justement qu'on a mis gratuitement à votre disposition, alors qu'ils sont sur le RP, sur plein de segments de l'activité communication. OK. Et une des dernières slides. Donc, voilà. Oui, on en a parlé, donc on ne va pas insister là-dessus. Les RP, les relations presse, aujourd'hui, ce n'est pas seulement des médias à contacter, et ce n'est pas une fin en soi, c'est aussi un moyen demain d'être cité, d'être vu par les IA et d'être référencé dans les IA. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, les relations presse, aujourd'hui, c'est un véritable actif que possède l'entreprise ou que doit posséder l'entreprise, parce que c'est une façon on a du temps et pour exprimer via un contenu qui peut d'ailleurs être écrit, peut être oral, peut être visuel, ça peut être des films, puisque aujourd'hui, la notion de journal, quand on prend un journal en ligne, quand on prend le Figaro, on ne sait pas si c'est un journal ou si c'est une télé. Hein. Il y a Figaro TV et à l'inverse. On a vu Ouest France qui sortait une télé sur le bouquet de chaînes TNT. Donc aujourd'hui, les RP servent à ça et c'est un actif qui est durable puisque dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on aura toujours ces informations-là et si possible mises à jour avec de nouvelles prises de parole. Donc ça, c'est hyper important. Les RP comme actif éditorial durable pour parler
aux intelligences artificielles. C'était important et je crois qu'on arrive à la fin de notre webinaire puisqu'on a pris les questions en cours de webinaire. Ben, on espère que ça vous a intéressé. Frédéric, est-ce que tu as le mot de la fin? Déjà dire qu'il y aura un troisième webinaire qui va être et qui va sortir sur la communication de crise et le risque réputationnel. On va parler là aussi de relations médias et d'IA et de référencement, mais c'est prévu pour dans quelques semaines. Et puis, merci pour votre écoute, merci pour votre présence et on vous enverra une invitation pour le troisième webinaire. Merci, au revoir. Bonne journée.